Elles sont pas si brillantes que ça. Allez. Bonjour. Ah, 20 ans. Je ne fais pas, hein, 20 ans. Et un grand merci de maintenir. Et un grand merci de maintenir et de cultiver tout ce qui nous rassemble, en fait, cette passion par rapport aux véhicules anciens. Je fais une petite parenthèse par rapport à ce que tu dis. Je suis content aujourd'hui de voir tout l'engouement et les spectateurs qui viennent ici, les visiteurs pour le monde de la voiture ancienne. Je sais qu'il y a certains qui sont venus ici, plusieurs, en spectateurs, et qui ont franchi le pas, et qui ont acheté des voitures. Qui leur étaient pas vrai forcément. Si j'ai contribué à ça, à faire qu'il y a des gens qui ont franchi le pas, acheté des voitures, ben, je suis content. Au moins j'aurais réussi quelque chose. Alors, on peut dire que la mission est accomplie, il suffit de regarder le sourire de tous les gens qui sont venus avec ou sans véhicule. Donc la mission réussie. Ici c'est 250 voitures en moyenne tous les mois. Donc ça c'est une belle performance. Exactement. De toute l'époque. Hein. Voilà. Tout à fait. Comme tu le disais par rapport aux véhicules d'avant-guerre tout à l'heure, on a tendance à les voir un petit peu plus souvent quand il fait beau et c'est des véhicules qui n'aiment pas trop la pluie. Mais bon là on a vraiment une journée exceptionnelle pour les sentiers. Alors raconte-moi, d'abord Rosalie, est-ce que c'est le terme exact pour nommer cette voiture? C'est le Citroën qui est d'avant-guerre? Absolument pas, c'est une Citroën 8A. Ah, c'est une Citroën 8A. Parce qu'à l'époque, Citroën, c'était des chiffres, hein. P14, la type A, la première. La B10, la B12, voilà. Oui. Et donc là, c'était... Là, c'est la 8A, en fait, c'est le modèle familial. En quelle année est sortie la première 1932. 1932, c'est l'année de naissance de ma maman. Ah, mon papa, mes parents. Voilà. 1932. 1932, donc celle-ci, 1932, c'est une des toutes premières également. C'est pour ça que, alors, la particularité, tu vois bien que la 40 pour une Citroën ne présente pas les chevrons. Non, il n'y a pas de chevrons. Pas de chevrons en 32, ils sont apparus en 33. Ah, d'accord. Les chevrons, comme on croit souvent, n'étaient pas à l'origine des premiers modèles. Ils ont été créés après. Tout à fait, et on le retrouve particulièrement sur la traction. La traction, les chevrons. Aujourd'hui, ça apparaît toujours sur les derniers modèles. Ah oui. Mais à l'époque, ouais, les tractions avaient des chevrons. Ah si, on les voit. Oui, pas sur la calandre. Mais pas sur la calandre. Pas sur la calandre. Parce que le cycle de Citroën reste quand même les chevrons. Ah, les chevrons. Si vraiment on veut faire le puriste, on peut le retrouver. On retrouve les chevrons sur le bouchon de. Et pourquoi les chevrons? Moi je sais pourquoi Citroën. Voilà, parce que Citroën a commencé la fabrication d'engrenages. Et les engrenages, c'est quoi? Ben, ce sont des chevrons en fait. Hein. Alors c'est l'inventeur de l'engrenage à chevrons. Voilà. C'est pas inventeur, c'est un brevet qu'il a trouvé en Pologne, je crois. Oui, exact. Le brevet est en Pologne, mais il l'a développé, il a créé la fabrication. C'est bien d'avoir des amis. Et donc c'est devenu la marque de fabrique de Citroën. Les fameux chevrons qu'on aperçoit sur les. Alors on les retrouve sur les accessoires, effectivement, les accessoires de réservoir. Si on a un petit peu l'œil exercé, on le voit aussi sur le macaron de la calandre. On voit les chevrons. On voit deux chevrons ici, voilà. Avec le signe qui est lui le symbole du moteur flottant. On en revient à la Citroën. Alors, Citroën a toujours été une marque novatrice. Ils ont créé, les premières, pas monocoques, mais les voitures tout acier. Quand encore les voitures étaient encore faites de freine, Citroën a été un des premiers à produire sous brevet, d'ailleurs un sous brevet, à produire des voitures tout acier. C'est ça, tout acier. Donc là, on a quand même un châssis et une coque tout acier qui est fixée sur le châssis. Voilà. C'est pas de monocoque, attention. C'est une carrosserie tout acier fixée sur un châssis classique, on va dire. Voilà. Tout à fait. Donc on revient à cette voiture. Alors on disait pourquoi Rosalie? Alors moi je sais, mais pour le grand public là, pourquoi cette voiture qui s'appelait donc cette c'est un surnom Rosalie, c'est le surnom qui a été donné à la Rosalie, à la 8 qui a servi à battre les fameux records avec les huiles Yako. C'était à Montlhéry ça? À Montlhéry. À Montlhéry. Et donc bon, ils ont le pilote César Marchand, lui, a baptisé, comme on le ferait nous avec n'importe quelle voiture. On donnait des petits noms aux voitures. Voilà. Et donc il l'a baptisé Rosalie.
il a baptisé Orandali, c'est resté. Alors ça n'a jamais apparu sur aucun document Citroën. Sur le plan commercial, on ne pouvait pas acheter une Orandali, il fallait acheter une Vitra. Voilà. Alors, pour faire la magie, pour que les gens comprennent, les plus jeunes, comme la Super 5, hein, la Super 5, ça n'a jamais été son nom commercial. C'est la R5, c'est la deuxième série, on l'a appelée Super 5, mais ça n'a jamais été son nom. Ça a jamais été vendu. Voilà. Et c'est pour faire, voilà, pour bien faire expliquer aux gens, la Rosalie, c'est pas son nom non plus commercial. Mais c'est le nom qu'on lui a donné grâce à ses records bientôt à Montlhéry en 1932. 36. J'ai plus à date en tête. J'aurais demandé à M. Citroën qui doit être par là. Alors, voilà, on remarque quelque chose aussi, on remarque un signe ici sur la voiture. Alors je lis ce qui est marqué, moteur flottant Citroën. Alors là, on va demander au public, ici, moteur flottant. Pourquoi le moteur il flotte? Il est démonté sur cylindre bloc. Hein, pourquoi un moteur flotte? Non, moteur flottant. Il est démonté avec des On cylindres demande au public. Non. On va expliquer. Il est premier qui cylindre bloc. Alors, pourquoi moteur flottant? Ah, il y a un monsieur qui saute? Non. Alors c'est là, le moteur il n'est pas flottant. On va expliquer aux gens, en fait, le moteur a une Oui, c'est en deux blocs. C'est en deux blocs, ouais. Le moteur, ben, il était fixé au châssis. Il était branché directement sur le châssis. Ah, dur, Et en fait, effectivement, toutes les vibrations du moteur étaient transmises au châssis. Et en termes de confort dans l'habitacle, ça générait Et Citroën a eu l'idée, un ingénieur, a eu l'idée de mettre ce moteur sur un cylindre-bloc. sur des blocs de Et pour rappeler, voilà, Ah, le moteur flotte. Ah oui, alors et il a fait l'amalgame, voilà, un moteur sur cylindre-bloc qui faisait donc ça amortissait en fait vibration, anti-vibration, comme un signe sur l'eau. Voilà le rapport en gros. Voilà. C'est pour ça qu'on a un signe. Alors c'est pas la Rosalie qui était la première à avoir ce type de. Déjà sur la C4 en fait. La précédente, la C4, la C6. Oui. Cette voiture, on a commencé à trouver ces moteurs déjà. Voilà. Mais on en parle plus sur la Rosalie. Et là on a une très belle mascotte que vous avez, monsieur Citroën, Eric, là. Regardez. Voilà. En plus, c'est une mascotte exceptionnelle. On pouvait mettre à la place de celle-ci, c'est ça? Tout à fait. Voilà. On enlevait celle-ci et on mettait. Voilà. Voilà, la différence effectivement c'est que la tienne en ENA n'est pas équipée du thermomètre alors que celle qui est sur la calandre, elle bénéficie du thermomètre. Qui avait 8 concessions à Paris et qui a fabriqué pour des Citroën. Bon, alors l'histoire de la mascotte, on a un monsieur Pierre Louis, qui est l'illustrateur d'André Citroën, qui s'occupe de la communication. Et ce Pierre Louis, un jour, arrive dans le bureau d'André Citroën et lui dit: qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le patron? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez y aller, vous faites. Et donc, le symbole qui est là, du moteur flottant, on a le signe flotte sur l'eau en douceur. On est sur 3 cylindres blocs qui permet aujourd'hui, avec un brevet, hélas, fait par 2 Français, Lucien Dobarel et son homologue, et ça a été acheté à Chrysler. André, on peut faire une économie. Est-ce qu'on peut voir ces cylindres blocs exactement, ou on les aperçoit pas? Donc il y en a 2 sur le moteur et 1 sur la boîte, c'est ça? Alors, ce sont deux gros caoutchoucs sur un bec, d'accord, qui permet, et tu sais que je roule en B14 et t'es à moitié mort quand tu as fait 300 km, là tu permets d'avoir une voiture en douceur et ne plus avoir les vibrations du moteur sur le châssis Et de la boîte. Donc là on a c'est l'anti-vibration avec 3 cylindres blocs très très épais, un caoutchouc d'une grande résistance. Et alors l'histoire est très drôle parce que Chrysler a vendu ça à André Citroën, bien avant la faillite, alors que c'est Lucien Dobarel, près de Lyon, qui a mis au point le moteur flottant, qui l'a vendu à Chrysler. Ah d'accord. Et donc il y a un mois, on a reçu la famille Citroën sur notre stand à Rétropassion. Et donc, j'ai connu les petits enfants Citroën, il y en a 3 qui étaient là. Le plus jeune a 68 ans, le plus ancien a 88 ans. Et on a parlé du moteur flottant.
Il aurait peut-être fait une économie s'il avait acheté directement à un Français, un ingénieur français. Bon, c'est une histoire. Il a payé les droits, bien sûr. Christophe était ravi de le voir. Voilà la petite histoire. Donc, Citroën a été le premier à monter ses moteurs sur cylindre. D'où l'idée de faire un amalgame avec le cycle. Et alors regarde, il y a une chose qui est très, très intéressante. Ici, nous avons un lait de 32. Elle est un peu dans l'histoire des C4 et des C6. On n'a pas les chevrons qui vont apparaître à partir de 33 et bien sûr 34 quand la traction va sortir. Alors là, on a encore ce chevron comme on a sur les C4 et les C6 ou les autres voitures. Par du signe. Hein. Et avant, on avait le chevron avant le signe sur la B14 que tu connais. Et ici, ce qui est intéressant, on est en transition, elle est d'octobre 32, puisqu'elle n'a pas les chevrons. Et à partir de janvier 33, elle aura les chevrons. Toi, tu les as sur le ciel. Oui, elle va être, parce qu'il n'y en avait pas que les effets fabriqués, parce que les 33, les février 33, donc elle devait avoir les chevrons. Et il y a toute une histoire qui symbolise cette voiture, l'arrivée de la traction avec les chevrons qui vont arriver. On n'aura plus besoin d'avoir ça. On aura le chevron. Exactement. Les chevrons vont apparaître sur les tractions notamment, mais ils sont apparus un peu avant sur les Rosalies. Voilà ce qu'on pouvait dire. Merci Monsieur Stren et merci pour l'histoire du signe. Hein, parce qu'aujourd'hui tous les moteurs sont montés sous cylinder bloc. Si vous cassez un cylinder bloc sur un moteur, vous savez tout de suite. Hein. On ne doit plus monter sans rigide. C'est quelques voitures de course. Mais bon. Voilà. Donc cette voiture, alors raconte-moi l'histoire maintenant de ta voiture. Elle est dans un super état. C'est une restauration ancienne, récente. Ouais, Tu l'as depuis combien de temps? En fait, il y a une double restauration. J'ai acheté cette voiture à un monsieur. Alors moi, c'est une passion. Hein. Je voulais cette voiture-là. J'ai absolument une Rosalie de 32. C'est vraiment le modèle que je recherchais. Et le modèle familial. Je voulais absolument pas. Attends, c'est précis. Hein. Quand tu veux quelque chose, toi, c'est... Je voulais celle-là. Ouais. Et c'est un monsieur qui habitait près de Toulouse qui la vendait. Et je la voyais souvent passer sur les annonces, et elle était toujours présente. Donc je me suis vraiment demandé pourquoi. Et un jour j'ai pris rendez-vous avec ce monsieur, et je lui ai dit il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle, j'aime bien. Il faut qu'on négocie. Non, il faut qu'on se parle. Votre voiture est à vendre, je suis intéressé. Il me dit si c'est comme ça, je veux bien vous rencontrer. Alors, mais ça va. Donc je suis descendu à Toulouse, j'ai rencontré ce monsieur. Là, l'histoire est un petit peu plus triste après, mais je vais t'expliquer. Donc la voiture me plaisait, c'est exactement celle que je voulais. Il m'explique que lui avait fait une première restauration en 1974 pour le mariage de sa nièce. Et ensuite, il a remisé la voiture dans une grange. Donc la peinture avait été refaite, c'est tout. Ouais. Toi, quand tu étais la voir, c'était à quelle époque, toi, quand tu étais la voir? Je suis allé la voir, c'est en... juste avant le Covid, en 2017. Ah oui, donc de 74 à 2019, on va dire, elle était restée dans la grange. Dans la grange, ouais. D'accord. Alors là où j'ai un petit pincement au cœur, c'est que le monsieur, alors il me dit bah oui, mais j'arrive pas à la vendre. Je dis mais comment ça se fait? Si on est intéressé pour la vendre. Il dit oui, mais les gens qui viennent me voir veulent la transformer. Ils veulent mettre des grosses jantes, en faire un roll, couper le châssis. Et je lui dis non, là, c'est pas possible. Alors je lui ai promis, juré que je garderai la voix. Je me reconnais un petit peu, tu sais que j'ai qu'une parole. Mais voilà, je lui ai promis que cette voiture bénéficierait d'une restauration telle que lui l'avait imaginée. Il s'agit pour moi, pour nous, en fait, tous les collectionneurs de véhicules d'avant-guerre et autres, d'un morceau du patrimoine qu'il faut maintenir en état et surtout de transmettre. J'entendais parler ce matin de notre belle jeunesse qui s'intéresse à ces véhicules-là. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est des véhicules qu'on doit transmettre dans l'état à tous nos jeunes. Voilà, il faut qu'on soit capable de leur laisser des voitures dans le meilleur état. Ok, ça, je comprends tout à fait ton discours parce que je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Il faut que les jeunes, ces voitures, il faut les transmettre dans leur état d'origine aussi. Pas le transformer, bien sûr. C'était le souhait de l'ancien propriétaire et le petit pincement au cœur quand même que j'ai. Je pense qu'on ne trouve pas lui. Parce que la raison pour laquelle il vendait ce véhicule, c'était pour s'acheter un fauteuil roulant parce qu'il avait perdu sa mobilité et il avait un fauteuil roulant électrique. Donc, gros pincement au cœur. Donc, il n'y a pas eu de négociation de prix. Le prix qu'il m'a proposé, c'est celui que j'ai acheté et ça me convient. Voilà. Belle histoire, belle histoire. Hein, belle histoire. Parce que ces voitures aujourd'hui, bon, on ne trouve pas aux quatre coins de rue, hein, c'est pas facile. Vous remarquerez comme à l'époque, toutes ces voitures-là avaient un réservoir au niveau de l'auvent.
C'est-à-dire que pas de pompe à essence, parce que l'essence descendait par gravité au niveau du carburateur que vous voyez là. Un Solex, hein, c'est ce qu'on voit. Donc pas de pompe à essence à l'époque. Après, les réservoirs vont migrer à l'arrière. Donc là, il y a une pompe à essence qui va être obligatoire. Mais à l'époque, c'était courant d'avoir un réservoir au-dessus du moteur, comme ça, comme une moto, hein, ça descendait par gravité. Et en cas de fuite? Non, il n'y avait pas de fuite non plus. Alors le robinet, c'est pas d'époque, mais il y avait déjà un robinet des fois. Alors, il existe, hein, je l'ai supprimé pour des raisons de sécurité, c'est évident. Voilà. Parce que avoir le réservoir d'essence au-dessus du pot d'échappement, c'est quand même un petit peu, voilà, c'est audacieux. Donc le robinet, il existe, hein, je l'ai toujours. Il est fonctionnel, mais fuyard, comme tous les robinets d'époque. Avec un petit filtre en verre, il y a un petit filtre à essence en verre, en fait, par décantation qui récupère les particules qui pourraient produire le carburant. On a ici un distributeur qui est relativement récent. C'était comme ça déjà à l'époque? Oui, alors c'est exactement, alors physiquement c'est exactement le même. L'allumeur a été changé parce que forcément on retrouve plus ces allumeurs-là. Ça c'est un allumeur de 204. La seule différence avec celui de la Rosalie d'origine, c'est que celui-là est équipé de maslotte centrifuge pour le rattrapage d'avance, alors que sur ces véhicules-là, on a une commande d'avance au tableau de bord. On avait une commande d'avance, ce que j'allais dire, au tableau de bord. Hein. Alors à froid, on met un peu d'avance. Alors non, ça c'est la commande pour la fermeture du robinet d'essence. Alors elle est toujours là parce que de temps en temps je remets en état d'origine, je remets mon robinet d'origine pour la relation où je la présente. Explique-nous comment fonctionne la pompe à eau qui est ouverte, enfin qui semble ouverte mais elle n'est pas ouverte. Ah non, elle n'est pas ouverte. Elle n'est pas ouverte. La pompe à eau, elle est pas solidaire complètement de la culasse en fait. D'accord. Elle est solidaire uniquement dans le bas de la pompe à eau par rapport au bloc. Voilà. D'accord. Ici, on a une étanchéité en bas, alors qu'en haut, entre la culasse et la pompe à eau, il n'y a rien. Il y a juste on voit bien qu'il y a. D'accord. Avec le système de presse et tout pour l'étanchéité de l'arbre. Voilà. Et un système de graissage. Alors ça, c'est un truc génial. Le petit système de graissage derrière, là, tu vois le petit graisseur. Alors, c'est pas une pompe, en fait, c'est fileté. Il y a une capacité dans laquelle tu viens mettre de la graisse et tu tournes un quart de tour et au fur et à mesure que tu visses, bien, ça vient pousser la graisse dans la pompe. Donc tous les matins, quand tu vas démarrer, tu lèves le capot, tu mets un peu de graisse, tu vérifies tes niveaux. Il y a tout un protocole en fait. Hein. Tu démarres à l'ancienne avec un véhicule comme ça. Je te laisse refermer le capot parce que je voudrais montrer quelque chose aux gens que je viens d'apercevoir. Il y a un truc par terre là, c'est normal? Oui, le pick Pour protéger la peinture. Oui, quand tu vois, il y a un appui. Voilà. Merci. Regardez, il y a autre chose. Le conducteur, quand il roule, la température peut très vite monter, la température d'eau. Et regardez, la température d'eau, elle n'est pas au tableau de bord. Regardez le thermomètre. Et le conducteur, il voit le petit thermomètre qui monte ou qui descend, et qui se maintient au milieu. Regardez, c'est incroyable ça. Ça, c'est le petit clin d'œil. Le petit thermomètre. C'est incroyable ça. Le petit thermomètre, on fout le capot. Alors les sufficaces uniques également. Alors oui, effectivement, en 32, le conducteur avait besoin de prendre la route. Donc Les passagers, ils s'en foutaient de voilà. Complètement. Alors c'est étonnant parce qu'on avait déjà pensé au confort dans la gamme tout à l'heure. En revanche, pour la visibilité, il n'y avait toujours qu'un seul essuie-glace. Voilà. Mais en 33, il y a eu les deux essuie-glaces sont apparus très rapidement de toute façon. Voilà. Le pare-brise qui s'ouvrait aussi, hein, la clim. Ah oui, alors on a une clim extraordinaire. La clim ne tombe jamais en panne sur ces modèles-là. Et après, je vais te donner pour les Vas-y, tu peux tourner dans le sens. Voilà. C'est pas grave, vas-y, ouvre. Ouais. Voilà, donc le système de ventilation de l'habitacle, et je vous garantis que c'est particulièrement efficace quand il fait très chaud. On a une ventilation qui est particulièrement agréable. Brice, tu m'entends? Contrairement à ce qu'on peut penser, on ne prend pas l'air dans la figure en fait. On a vraiment une ventilation de l'habitacle, une ventilation intégrale, et pas seulement sur les jambes, les pieds. Voilà. Il y a un deuxième volet qui permet de ventiler la partie basse de l'habitacle. Il est ici. C'est un volet également qu'on vient ouvrir. Et l'air rentre, et à ce moment-là, cette partie de l'air vient sur les jambes et la partie basse de l'habitacle. Donc on est quand même dans des notions de confort qui pour l'époque ne coûtaient pas grand-chose. Donc voilà, pas de moteur électrique, pas de système particulier. Oui, 2017, oui.
En termes de restauration, le moteur a été entièrement refait parce que, bon, évidemment, elle n'avait pas tourné depuis très longtemps parce qu'elle était remisée en grange. Donc il a fallu une remise en route. Elle a démarré au quart de tour. On a changé l'huile. Je reprends l'oreille, merci Eric. Ça fait un peu comme des mariages américains, toi. T'as des mariés qui partent avant à la fin de la fête. Voilà, mais Eric, il nous fait le coup aujourd'hui. Mais tout va bien pour nous. On continue On va de plaisir. s'adapter, et voilà, effectivement, comme tu dis, pour le plaisir. Donc je ne sais plus l'unité par rapport aux travaux qui ont été faits dessus. Alors effectivement, donc une fois qu'on veut faire une remise en route sur un moteur comme ça, j'ai testé sur pluie, donc vidange d'huile, on a changé tous les fluides et vérifié tous les composants mobiles. Et elle a démarré au quart de tour. En revanche, elle avait une consommation d'huile qui était surdimensionnée pour consommer autant d'huile que d'essence. Donc il a fallu déculasser, faire le point, et du coup j'ai fait le choix de refaire le moteur entièrement. Donc, moteur réalisé, bien sûr, non, j'ai sous-traité parce qu'à partir du moment où on commence à faire de l'usinage, il faut quand même un peu de matériel et surtout des compétences. Donc le vilebrequin a été rectifié et équilibré, voilà, ce qui ne se faisait pas à l'époque, il a été équilibré. Alors, oui, l'intérêt c'était surtout de protéger les bielles, puisque ce sont des bielles régulées, il n'y a pas de coussinet en fait. Et contrairement à certains véhicules qui étaient à l'époque équipés de bielles régulées, on pouvait usiner pour adapter les coussinets. Là, on n'a pas la possibilité, il n'y a pas assez de matière pour usiner et mettre des coussinets adaptables. En fait, c'est trop compliqué, il faut recharger, il faut faire. Oui, voilà, c'est ingérable. Donc, du coup, ce sont des bielles régulées. Et pour les préserver sur le très long terme, j'ai préféré équilibrer le vilebrequin. Voilà. Donc, le moteur, on peut dire qu'il est neuf. Avec tout ce qui est train roulant aussi, je suppose, parce qu'avec autant d'années d'activité, en termes de rénovation. Tout ce qui est train roulant a été démonté, notamment les freins particulièrement, enfin, tout ce qui touchait à la sécurité, c'était une priorité. Voilà, les freins ont été refaits à neuf. Il faut savoir quand même que sur ces véhicules-là, ce sont des freins à câble. Donc on a une précision qui est quand même aléatoire et c'est des freins qu'il faut régler très très régulièrement. On peut avoir un câble, donc il y a 4 câbles et il y a pas de système de rattrapage ou alors il y a un système de rattrapage mais qui j'appelle un rattrapage aléatoire. Ça peut rattraper sur la roue droite et pas sur la roue gauche. On croise les doigts, donc rattrapage, on croise les doigts. Oui, voilà. En tout cas, on a toujours du frein, mais il faut faire ça anticiper. Comme les anciennes voitures, il faut sortir anticiper les arrêts. Exactement, c'est ça. Et quand on roule en ancienne, c'est vrai qu'on a tendance à être particulièrement prudent. Et on sait tous ici, dès qu'on roule dans un véhicule ancien, non seulement on est prudent, mais on est courtois, on roule dans des conditions qui sont les plus favorables et certainement les plus agréables. Voilà. Et je le constate également chez les jeunes qui conduisent des véhicules anciens. Je m'aperçois que quand ils mettent les mains dans la mécanique de leur véhicule, on a d'excellents conducteurs en termes de comportement routier. Oui. Et sincèrement, ça mérite d'être soulevé et valorisé. Bravo les jeunes. Il y a beaucoup de propriétaires comme toi qui viennent avec leurs véhicules anciens. Et en fait, ils disent mais ça roule, c'est pas des voitures de salon, c'est pas des voitures qui restent dans un showroom, c'est des voitures qui roulent très bien. Il ne faut pas avoir peur d'en acheter et de rouler avec, parce que ça se fait très bien. Tout à fait, il faut rouler avec. Alors évidemment, on roule dans les conditions d'époque. On sait que le freinage n'est pas celui d'une voiture moderne. On sait que c'est des véhicules qu'il faut faire chauffer un petit peu le matin. Il faut prendre soin, il faut faire les niveaux avant de partir. Il y a tout un protocole. Plus proche de la mécanique, plus proche de son véhicule. Oui, il faut être à l'écoute. C'est la mécanique APP si tu veux, mais c'est un petit peu aussi l'histoire. C'est ça le patrimoine aussi. C'est tout ce qui va se passer autour du véhicule en termes de préparation, d'entretien, de suivi. Voilà, on fait un bilan. Est-ce que tu es déjà sollicité ou tu n'es pas sollicité? Un arrière un peu moins. Si tu as la place un arrière pour les mariages, il y a beaucoup de personnes. Je pense qu'Eric va en faire aussi. Et parfois sollicité, forcément pour les mariages, la place derrière pour mettre la mariée et le marié. La robe. Écoute, c'est un véhicule, moi ce que les gens me disent en général, c'est que c'est le véhicule le plus romantique de la gamme Citroën. C'est vrai qu'elle a une jolie bouille, c'est un véhicule qui est un petit peu rond, qui a du charme. Et pour les mariages, évidemment, pour des photos, même pour
d'autres occasions, il est souvent demandé. Et c'est toujours un grand plaisir de partager en fait, parce que l'idée quand tu es collectionneur, c'est le partage. On est là pour ça aussi. Oui, c'est pas de mettre ça dans la grange et puis et d'en profiter le matin quand tu vas au boulot juste en la regardant. C'est vraiment de monter dedans et de partager. Quand les gamins viennent autour de cette voiture, qu'ils la regardent, qu'ils posent des bonnes questions, il est rare qu'ils ne finissent pas assis au volant pour que papa et maman fassent des belles photos. Et ça, c'est du bonheur. Tu transmets quelque chose. Merci beaucoup à toi. On va passer, ça t'embête pas, au prochain véhicule, parce que on est court niveau timing, ça aurait été un plaisir. À rigueur, reviens une prochaine fois, d'ici quelques mois comme ça peut retrouver un peu l'histoire avec nos véhicules-là, ou avec d'autres voitures. Merci encore, alors merci. On va t'applaudir, on va t'aller avec tous les micros. Merci beaucoup, et bon anniversaire à Erika. Merci.